On est au début de la semaine des lycées français du monde et aujourd'hui on se retrouve au 104, un lieu culturel parisien qui accueille les rencontres universitaires de la francophonie. Autour de cet événement, les acteurs de la francophonie échangent entre eux pour rendre encore plus dynamique le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est passé saluer les représentants de l'AEFE. Je suis boursier Excellence majeure de l'AEFE et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec un autre boursier et une autre boursière pour une rencontre avec Dominique Chimbakala, journaliste et également présidente de l'association Union ALFM, l'association des anciens des lycées français du monde, et avec Jean-Paul Négrel, directeur adjoint de l'AEFE. Eh bien, nous sommes ensemble au cours de ces rencontres universitaires de la francophonie. Pour cette semaine, on va recevoir des boursiers Excellence Major et ils sont 3. On est ravis de les accueillir. Donc, il y a Michael, Marlise et Rolando qui viennent du Costa Rica, de Cotonou, donc lycée français de Cotonou et également de Pékin, et du lycée français de Copenhague, Prince Henrik. Et nous sommes aussi avec M. Négrel, qui est le directeur adjoint de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Merci à vous tous. Merci. Alors peut-être une petite question pour commencer. Moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous êtes arrivé dans vos lycées français. Parce que toi, Michael, tu étais à Copenhague, mais je crois que tu es d'origine ukrainienne. C'est bien ça? Raconte-nous un petit peu. Alors donc mes parents ont émigré d'Ukraine quand j'avais 4-5 ans. On est arrivé là-bas et j'ai intégré donc une crèche danoise pendant quelques années et ensuite je suis rentré directement au lycée français Prince Henrik en moyenne section. Et ce choix a été beaucoup questionné par la suite, tant par mes professeurs que par mes camarades, que par la suite par les recruteurs en France. Et en fait la raison est simple, c'est qu'ils avaient beaucoup plus confiance dans le système français d'éducation que dans le système danois, qui sont quand même deux systèmes très différents. Les deux ont leurs valeurs et leurs qualités, mais ils préféraient le système français qui est quand même beaucoup plus reconnu à l'international. Et toi, Rolando, aussi, tu viens d'un pays qui n'est pas francophone, qui est le Costa Rica. Tu étais au lycée français de San José et tu as commencé effectivement dès la maternelle. Tu nous racontes un petit peu comment tu es arrivé? En fait, mes parents sont venus du Mexique au Costa Rica et c'est là où nous, moi et mon petit frère, on est nés. Et on a commencé au lycée français parce qu'ils avaient le choix entre l'éducation publique costaricienne, l'éducation privée des États-Unis et l'éducation publique privée française. Et pareil, chaque éducation a ses valeurs et les valeurs qui ont le plus attiré mes parents, c'était ceux de l'éducation française. Aussi pour les perspectives à venir, depuis le début, on est entré dans la maternelle, mais le but était toujours que je fasse des études en France, au final. Alors quand tu dis les valeurs, qu'est-ce que tes parents t'ont vendu comme valeurs? Quelles étaient les valeurs chères à leurs yeux? Enfin, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils offrent par exemple des approches aux sciences qui sont très intéressantes pour nous, qui sont vraiment dans la recherche, dans la compréhension, dans la réflexion scientifique. Alors Marlise, toi tu étais au lycée français de Cotonou, aussi de Pékin, mais toi contrairement à Michael et à Rolando, tu viens d'un pays francophone qui est le Bénin. Alors pourquoi est-ce que tes parents ont fait le choix de te mettre au lycée français et pas par exemple dans les établissements publics béninois? Je crois qu'une autre différence avec Michael et Rolando, c'était que moi j'ai vécu en France en fait entre mes 2 et mes 12 ans et c'est après ça qu'on est retourné au Bénin. En fait, ma mère travaillait à la délégation béninoise à l'UNESCO, donc on est venu en France. Et son poste s'est terminé, on est retourné au Bénin. Et là, le lycée français Montaigne, ça a été un choix vraiment de continuité pour me permettre de garder au moins cet élément de continuité dans un cadre un peu de déménagement, un peu brusque peut-être, pour une jeune adolescente. Et aussi, un baccalauréat français, elle est reconnue bien plus facilement à l'étranger, donc c'était aussi un choix pour mon avenir de continuer dans l'enseignement français. Alors votre spécificité, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que vous êtes des boursiers Excellence Major. Alors là je me tournais vers Monsieur Négrel, le directeur adjoint de l'AEFE, peut-être pour que vous nous expliquiez en quelques mots une bourse Excellence Major, qu'est-ce que c'est?
Alors une bourse Excellence Major, c'est vrai que c'est une particularité que les gens connaissent peu finalement. C'est une bourse qui est attribuée aux élèves des lycées français de nationalité étrangère qui figurent parmi les meilleurs élèves de nos lycées et qui ont tous obtenu des mentions, qui ont un parcours remarquable au sens premier du terme. Je crois que les 3 étudiants qui sont ici en sont l'illustration. Donc c'est une bourse qui est financée par l'État français à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la UFE et qui est attribuée tous les ans à peu près à 150 lauréats pour la durée totale de leurs études qui peut aller jusqu'au master, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans. Et nous avons donc actuellement une cohorte de 850 élèves boursiers que nous suivons à l'agence avec un service dédié qui les accompagne du début, Bac plus 1 jusqu'à leur master, avec des possibilités d'années de césure d'ailleurs. Et donc c'est un accompagnement très important qui se traduit notamment par un accompagnement financier conséquent. Alors c'est étudié au dossier par dossier, en liaison avec Campus France en fait. Donc c'est un partenariat Campus France, mais c'est la UFE qui administre, qui pilote avec son service d'orientation et d'enseignement supérieur et qui les accompagne. Il y a des regroupements, il y a des échanges, il y a parfois aussi des réponses lorsque ces étudiants rencontrent des difficultés. Donc voilà, c'est un système quand même qui concerne un nombre important d'étudiants et qui connaît un succès grandissant. Donc comment sont sélectionnés ces étudiants? Ils sont sélectionnés tous les ans à partir de propositions faites par les chefs d'établissement, en liaison étroite avec les ambassadeurs, les postes diplomatiques, qui nous transmettent leurs dossiers. Ces dossiers sont ensuite étudiés dans le cadre d'une commission qui réunit des chefs d'établissement d'enseignement supérieur en France, commission pilotée par le directeur de la UFE. Et tous les ans, nous sélectionnons donc ces dossiers-là et nous les accompagnons jusqu'à la fin de leurs études. Voilà, ça c'est pour le versant, ça c'est pour l'autre côté. C'est comme ça que vos dossiers ont été traités. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre, vous, comment est-ce que ça s'est passé du moment où vous avez décidé de demander une bourse d'excellence major? Comment s'est passée la sélection? Est-ce que vous avez dû attendre? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre parcours? Peut-être je vais commencer par toi, Michael, explique-nous. J'ai monté un dossier, donc il y avait bien évidemment la partie sociale, donc les revenus de mes parents, etc. Mon projet professionnel qui, je pense, a beaucoup joué et je trouve que c'est un vrai avantage parce qu'il y a quand même l'aspect excellence majeure qui joue. Donc lettre de motivation, CV, projet professionnel détaillé, etc. J'en avais discuté aussi avec la proviseure de l'époque, donc entretien personnel avec elle. Encore une fois, on avait discuté de mon projet professionnel qui n'a pas cessé de mûrir entre-temps, mais il fallait quand même qu'il y ait un projet concret derrière. Et ensuite, j'ai envoyé mon dossier, ça devait être fin avril. J'ai attendu et je n'ai reçu une réponse que fin juin. J'étais sur liste d'attente et ensuite, début août, j'ai appris que j'avais été sélectionné pour la bourse qui m'a sauvé mes études et qui m'a apporté une aide assez incroyable. Qui t'a sauvé tes études, tu dis. Alors peut-être je vais poser la question à Rolando, parce que toi aussi, évidemment, tu es un boursier Excellence Major. Est-ce que pour toi, cette bourse était importante? Est-ce que c'est ce qui t'a permis de venir? Parce que le Costa Rica, c'est quand même pas la porte à côté, entre San José et Paris. Oui. Est-ce que sans ça, tu penses que tu aurais pu aussi facilement venir étudier en France? J'étais aussi sur liste d'attente. J'étais sur liste d'attente et puisque je voulais quand même venir ici en France, quand même faire des études ici parce que je voulais faire de l'aéronautique et on ne peut pas le faire au Costa Rica pour le moment. J'ai commencé à travailler. Je pensais que je savais pas si j'allais avoir la bourse. J'ai commencé à travailler dans un centre d'appel et après 3 mois de travailler, du coup peut-être fin juillet, fin août, on m'a dit que j'avais été sélectionné quand même. Sinon j'aurais dû travailler peut-être pendant 1 an ou 2 ans pour réunir les ressources pour venir faire des études ici. Après, franchement, c'est grâce à cette bourse qu'on a toutes les facilités. Genre, on nous aide à trouver le logement, on nous aide avec les démarches administratives, on est accompagné, suivi. Et avec l'aide financière, c'est vraiment quelque chose qui nous sauve les études. Oui, alors tu viens de parler d'un aspect très important. Peut-être que je vais poser la question à Marlise. Tu viens de dire, avec cette bourse, on est accompagné. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous arrivez, c'est-à-dire du moment où on vous dit que vous avez cette bourse, et quand vous arrivez, comment est-ce que vous êtes accueillis? Comment ça se passe ensuite, le suivi des boursiers Excellence Major, puisque toi tu en es une aussi, Marlise? Alors l'accompagnement, il a surtout été vis-à-vis de la procédure avec l'OFII. L'Office français de l'immigration, absolument. Lorsque j'avais des doutes sur des papiers qu'il fallait que je
que je ne comprenais pas un élément de procédure, j'ai beaucoup été aidée. Comment ça se passe quand on a 18 ans, parfois un petit peu moins, quand on a passé son bac avec un an d'avance, parce que ça peut arriver, et qu'on arrive en France, même si on connaît la culture française, même si on connaît ce pays, mais finalement on est seul, on est jeune, on doit devenir autonome très vite. Comment est-ce que vous vous êtes senti aidé, accompagné, épaulé? Que nos dossiers sont aussi étudiés de façon que nous, on soit des personnes qui sont capables de nous adapter. C'est important. Après, c'est vrai que peut-être à 17 ans, on n'a pas encore tout notre potentiel d'adaptation, mais on le développe pendant les 5 ans parce que ce parcours-là, il est aussi, il a cet atout-là, non? Moi, je suis arrivé à Toulouse. C'est vrai que je connaissais personne. J'ai remarqué que je ne parlais pas français aussi bien que je pensais. Et, et après, je fais surtout... c'est vraiment là, j'étais bien accueilli par l'institution de l'éducation supérieure française, pas nécessairement l'AFE. Mais l'université de Toulouse, elle est géniale. Il y avait des trucs culturels, des choses très intéressantes. Et j'étais très bien accueilli. Je fais de la danse, de la peinture. Et c'est comme ça que je me suis peu à peu adapté. Alors, Mickaël, je voulais te poser une question parce que tout à l'heure, Marlys nous a parlé des difficultés quand on arrive parfois à l'université parce qu'ils ne connaissent pas forcément la bourse Excellence Major. Est-ce que toi, dans tes démarches administratives, tout ça a été très simple ou bien est-ce que tu as rencontré aussi des difficultés parce que les gens ne connaissent pas cette bourse enfin voilà, est-ce que ça a pu causer quelques difficultés dans tes démarches administratives? Vous voulez dire que les démarches administratives? Oui, et puis peut-être d'autres types de démarches. D'accord. Alors, pour les démarches administratives, j'ai été très rapidement très bien accueilli. Après, c'est peut-être aussi du fait que j'ai un passeport européen. Donc typiquement pour le logement, pour les garants, des choses comme ça s'est très bien passé. Pour les démarches administratives à l'université, ça s'est super bien passé également. Donc l'inscription devait être faite sur place, mais je suis arrivé fin août, aucun problème, je suis arrivé sur place à l'université. J'ai rempli tous les papiers, tout était nickel, tout était parfait. L'AEFE m'avait présenté l'attestation de bourse dans des délais inconnus en France. Et donc j'ai présenté tout simplement mon attestation, une bourse qui était déjà connue de l'université, carte étudiante, tout ça, ça a été fait en une matinée, même pas. Et pour le reste, pour l'installation, tu étais à Lyon, je crois. Ouais, j'étais à Lyon. Pour ton installation, est-ce que ça s'est passé sans problème? Alors, sans aucun problème. Très bon accueil de la part des étudiants aussi, parce que je trouve que c'est très important. On demeure des étrangers, mine de rien. Tu t'es senti étranger quand tu es arrivé en France, malgré tout? Plus que jamais. Pourquoi? Typiquement, la chose avec laquelle j'ai encore du mal aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous dînez. Personnellement, j'ai l'habitude de dîner à 17h. 16h30, 17h. C'est des habitudes scandinaves que j'ai vraiment du mal à lâcher. Je sais qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dîner à 20h, 21h avec des Français sans aucun problème. Les 2 voire 3 premières années, c'était un vrai problème. Voilà, ça on n'apprend pas ça quand même dans le lycée français, ça ne s'apprend pas à l'école. Avec des cours qui finissent à 20h, bon j'avais pas le choix, mais c'est vrai qu'au début c'était très dur parce que j'avais naturellement faim à 17h. Et quand on me voyait sortir un sandwich à 16h30, c'est un goûter assez particulier, on va dire. Alors toi Marlys, tu nous disais en revanche que quand tu t'es inscrite, ça n'a pas toujours été très simple parce que ta bourse n'était pas vraiment connue. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai passé 4 années à SAS et ensuite ils me connaissaient, ils connaissaient la bourse et c'est plus devenu un problème. Et cette année, lorsque je suis passée à Panthéon-Sorbonne, j'ai eu une résistance, mais le nombre incroyable de dossiers que les établissements universitaires ont à traiter font qu'ils n'ont pas trop le temps de s'intéresser à notre cas particulier, de comprendre qu'on est un peu des exceptions par rapport aux autres dossiers qu'ils nous auront à traiter et qu'il y a peut-être un peu plus d'attention, en tout cas au début, à accorder à notre dossier qu'à un dossier plus classique. Après, je pense aussi que c'est une question de temps parce que c'est vrai qu'à chaque fois, des fois avec les administrations, il faut leur faire connaître la bourse, mais il y a des fois où je suis passé là où il y avait un boursier Excellence Majeure qui était passé l'année dernière et du coup ils connaissaient. Et je sais que par du coup les administrations auxquelles je fais connaître la bourse, les prochains boursiers qui viendront vont pouvoir passer avec beaucoup plus à l'aise. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se développe. Qui se développe bien sûr. Alors c'est vrai que ça, vous dites que lorsque nous avons déjà eu des étudiants dans telle ou telle structure, ça facilite les choses lorsqu'il y a des nouveaux qui arrivent. Alors c'est vrai, nous avons beaucoup de partenariats avec toutes ces structures-là, donc nous allons les densifier, mais c'est vrai que peut-être pour des structures avec qui nous avons des relations peut-être un peu moins étroites, peut-être devons-nous faire l'effort
de leur fournir des renseignements sur ce que c'est que ce statut de boursier Excellence Major, ce que nous allons faire. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait, sur la nécessité d'échanger entre vous, à l'attention notamment des prochains étudiants d'enseignement supérieur, boursiers ou pas, pour leur donner ces éléments d'information, pour leur donner ce concret-là. Oui, effectivement, et puis ça, ce sont des choses qui doivent aussi sans doute être mises en commun par les étudiants, dans des communautés des étudiants, également avec les associations d'anciens élèves, où on peut accueillir les boursiers Excellence Major. N'est-ce pas, Madame la Présidente? Donc voilà, si je me permets de vous saluer, puisque Madame la Présidente est élue récemment présidente de l'association des anciens des lycées français du monde, donc félicitations, je me permets, parce que c'est la première fois, mais c'est vrai que c'est à travers ces associations, à travers les plateformes, que vous devez aussi échanger. Et surtout, ne pas hésiter, donner ce conseil-là aux prochains bacheliers, de faire appel à notre service dédié, ce qui est un petit peu technique, mais c'est le service d'orientation et d'enseignement supérieur, avec 2 personnes qui travaillent en permanence sur l'accompagnement. Il faut savoir aussi que tous les ans, nous organisons des regroupements avec les boursiers Excellence Major qui terminent leurs études et qui parrainent un petit peu les nouveaux boursiers qui se réunissent à Paris, à Lyon ou à Toulouse. Et ça connaît un franc succès sous le pilotage du directeur de la UFE. Alors moi, il y a une question que je voulais vous poser également. Vous êtes boursier Excellence Major, donc évidemment, vous êtes en France, puisque cette bourse est pour faire des études en France. Est-ce que vous auriez voulu, est-ce que vous avez pensé peut-être à faire des études ailleurs? Parce qu'il y a d'autres pays qui ont vent en poupe, qui sont très à la mode pour les études universitaires. Beaucoup vont au Canada, aux États-Unis. Est-ce que vous avez pensé peut-être, alors je te pose la question Rolando, puisque toi tu es quand même du continent américain, mais tu nous disais que toi tu voulais venir en France parce que tu voulais faire de l'aéronautique. Mais l'aéronautique on en trouve aussi aux États-Unis ou au Canada. Alors pourquoi tu as choisi la France? Je pense que déjà le fait de faire le lycée français dans chaque pays nous conduit vraiment, nous encourage à venir en France ensuite à cause du fait que culturellement on est habitué à l'éducation française et on l'apprécie. Par exemple, j'ai plein de collègues de ma promo, de mon lycée qui, sans le programme de bourse, ils sont venus quand même parce qu'ils appréciaient l'éducation française, ils voulaient continuer sur ça. J'ai fait un semestre à l'étranger au Mexique parce que je voulais connaître plus sur comment l'aéronautique était approchée en Amérique latine, connaître mes perspectives si jamais je voulais travailler là-bas, parce que on est des étrangers et on a envie de retourner chez nous. Par exemple, c'est ici où je vais pouvoir faire des stages à l'ONERA, qui est le centre de recherche en aérodynamique de France. Et c'est vraiment une opportunité incroyable pour moi, que ma passion est l'aérodynamique, de pouvoir le faire ici en France et pas ailleurs. Parce que c'est leader mondial dans ce domaine. Alors pour moi, la question, même si elle se pose, elle est assez directe. Et effectivement, l'aéronautique est très reconnue, l'aéronautique française est très reconnue. Alors, j'ai une question à vous poser, Monsieur Négrel, c'est que les boursiers Excellence Major viennent en France, mais sur les anciens élèves des lycées français, quelle est la proportion à peu près qui choisit de poursuivre ses études en France? Alors, il faut savoir que sur une cohorte annuelle de 17 000 étudiants, bacheliers, excusez-moi, le prochain étudiant, nous en avons à peu près 46% qui font le choix de poursuivre leurs études en France. Il faut plutôt voir ça de façon positive, c'est-à-dire que savoir qu'il y a à peu près 46% et l'ordre de 45% d'étudiants étrangers qui font le choix de venir suivre leurs études en France, c'est plutôt un grand succès quand on connaît aussi l'attractivité de l'enseignement supérieur à l'étranger. Il suffit pour ça d'écouter ses propres enfants. Moi j'ai 4 garçons. C'est vrai que l'idée d'aller faire poursuivre des études au Canada, en Australie, aux États-Unis, c'est aussi un rêve. Donc quand on a à peu près la moitié de nos élèves qui font le choix de nos études en France, compte tenu aussi de l'âge qu'ils ont, à cet âge-là, ils ont 17 ans, c'est pas toujours facile pour une famille de laisser partir leurs enfants à cet âge-là. Je prends l'exemple par exemple du Liban, où nous avons à peu près 60 000 élèves, 46 établissements, avec des universités américaines, des universités libanaises de très grande qualité. Savoir qu'il y a encore 45% de ces élèves-là qui continuent leurs études en France, c'est pour nous quand même un franc succès aussi. Même si, naturellement, nous devons faire en sorte que ce pourcentage augmente. Mais le fait que ces lycéens poursuivent leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur locaux ou autres,
et qu'ils diffusent la culture française. La francophonie française, c'est aussi une manière de développer la francophonie. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser en termes de quels sont les enjeux finalement d'accueillir et d'investir aussi sur des étudiants qui vont venir faire leurs études en France. Les enjeux sont très nombreux, c'est-à-dire qu'en termes de diplomatie d'influence, en termes de développement de la francophonie, de la culture française, quand on connaît ce qui est prévu en termes de développement de la francophonie, le fait d'accueillir ces étudiants qui sont passés par nos lycées français est un enjeu central. Évidemment, l'enjeu central, c'est ça, c'est la culture française, c'est la francophonie, c'est la France qui se diffuse. Et comme je disais, à travers les études en France, mais aussi dans les universités mondiales dans lesquelles vont nos étudiants. Très rapidement, nous manquons peut-être un petit peu d'indicateurs à ce niveau-là, mais pour échanger avec des présidents d'universités à l'étranger, des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, très rapidement, les élèves qui sont passés par nos lycées français figurent parmi les meilleurs très rapidement, puisqu'ils ont acquis dans le cadre de notre système éducatif, ce que disaient tout à l'heure d'ailleurs nos étudiants, un mode de raisonnement, d'études, de capacité qui est très apprécié. À cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, ces étudiants-là parlent souvent plusieurs langues, voire 4-5 langues, si je m'en réfère à ce qui m'a été dit tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sortent tous en parlant pratiquement 3-4 langues couramment, plus le français. Et c'est vrai que c'est un de nos fleurons aujourd'hui. L'enseignement français à l'étranger est très apprécié, ce qui explique d'ailleurs que le président de la République, dans son discours sous la coupole le 20 mars, nous a demandé, enfin toute l'institution, de doubler les effectifs dans nos établissements à l'étranger. On voit bien donc l'importance et l'enjeu que ça représente évidemment, mais c'est vraiment la francophonie, la place de la France au sens large du terme. Voilà l'enjeu central. Alors, question à nos boursiers, puisque c'est aussi la semaine des lycées français du monde, d'avoir pu être dans un établissement français à l'étranger, en termes d'ouverture sur l'international, qu'est-ce que ça vous a apporté? Peut-être moi j'ai bien envie d'avoir un peu vos expériences. Rolando, tu veux commencer? Je pense que déjà les profs qu'on a au lycée français sont des gens, enfin dans mon expérience, sont des gens remarquables. C'est des gens qui nous apportent vraiment un savoir-être, une richesse culturelle qui n'est pas juste la française, qui nous font découvrir le monde avec beaucoup d'expérience parce qu'eux-mêmes sont des expatriés. Alors pour nous c'est vraiment un bon exemple lorsqu'on a découvert avec eux et ils nous transmettent cette ouverture sur le monde. Non? Ensuite, on est préparé parce qu'on a plusieurs langues. Du coup, on a la langue de notre pays d'origine, on a la langue française et on est aussi formé sur l'anglais. On est déjà ouvert pour aller engager l'étude supérieure ailleurs. Et aussi le fait d'avoir une diversité culturelle, ça nous rend des gens plus adaptables, je pense. Plus adaptables. Oui, on est prêt à faire ça. Alors justement, on a beaucoup parlé du lien France et pays dans lequel sont les établissements français à l'étranger, mais dans ces établissements, il y a également des gens qui viennent de partout dans le monde. Et c'est ça aussi la francophonie, parce que dans ces établissements, on rencontre des gens qui viennent du Costa Rica, du Mexique, d'Ukraine, du Danemark, de Chine, et avec qui on a quelque chose en commun finalement. Qu'est-ce que c'est votre expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que j'imagine que c'est quelque chose de positif aussi dans les rencontres que vous pouvez faire avec les autres. Oui, une francophonie horizontale, en quelque sorte. Je fais entièrement écho aux observations de Rolando. Mais c'est vrai que lorsque je rencontre des gens, très vite, il se trouve que les personnes avec lesquelles j'ai des atomes crochus, c'est aussi celles qui ont une expérience internationale, qu'elles aient fait un lycée français de l'étranger spécifiquement ou qu'elles aient une autre expérience, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, ça ne se lit pas sur le visage de la personne, mais lorsqu'on échange avec, on retrouve un peu de soi dans l'autre personne, même si on a des expériences qui sont au final très différentes, sur des continents différents. Et ces multiples appartenances. Ouais. Michael, tu voulais ajouter peut-être quelque chose à cela? Les professeurs sont des gens absolument incroyables. Généralement, c'est soit des Français expatriés, soit des Français qui vivent à l'étranger, soit des étrangers qui parlent français de par leurs parents. Si eux arrivent à vivre à l'étranger, pourquoi pas nous? Parce que pour nous, la France restera un pays étranger, mais si eux ont pu partir, nous aussi on peut partir de notre pays d'origine et arriver en France et être très bien accueillis. C'est vrai que je pense que les résultats académiques
excellents ne sont pas seulement fonction de l'enseignement, mais aussi d'une part en fait, plus de liens plus personnels qui se forment entre les étudiants et les professeurs. Aujourd'hui, oui, parce que dans les anciens, on reste souvent en contact avec nos anciens professeurs. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Négrel ? Je souhaitais intervenir simplement. Moi, je suis très heureux en fait que les étudiants rendent hommage à nos enseignants, parce que c'est vrai que nous avons des enseignants de très grande qualité, que ce soit des enseignants titulaires français détachés du ministère de l'Éducation nationale, recrutés par la UFE, mais aussi beaucoup de recrutés locaux qui font l'effort aussi de se former dans le cadre de nos plans de formation et qui acquièrent un niveau vraiment très élevé pour pouvoir dispenser ces enseignements-là. Mais j'étais très sensible en fait à ce que vous disiez sur les personnels enseignants, personnel d'encadrement, personnel de direction, vraiment des gens qui sont très impliqués pour la réussite de ce réseau. Peut-être pour conclure, j'aimerais vous poser une question à chacun. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans vos établissements? Qu'est-ce que vous en retenez, Rolando? Du lycée français? De cette expérience de vie, finalement. Enfin, c'est juste très très large et difficile à condenser dans peu de mots. Mais moi, j'ai découvert énormément de diversité dans tous les sens au lycée français de Costa Rica. C'était vraiment une très belle expérience. Les enseignants étaient des gens intéressants et qui réfléchissaient beaucoup, qui nous inspiraient beaucoup. Les autres élèves, on avait été réunis avec des élèves qui venaient de toutes les parties du monde et que c'était super intéressant de partager avec eux. On faisait des choses en commun et on voyait toute notre diversité culturelle et c'était vraiment génial. Et ce que je garde à l'esprit à chaque fois que je dois sortir de ma zone de confort, c'est que, surtout étant donné que j'ai fait plusieurs lycées français de l'étranger, c'est que un point commun fondamental, c'est qu'on est tous là dans ce pays à ce moment-là et on doit tous vivre notre vie et c'est la même chose. Ça a été la même chose lorsque j'ai dû venir en France pour faire mes études. C'était difficile, il y avait des démarches, mais au bout du compte, c'est la vie. Et, la capacité d'adaptation donc, que vous avez rencontré, Michael. Le lycée français à l'étranger, le lycée français de Copenhague m'a apporté énormément de choses. Une formation avec beaucoup de technicité, des connaissances incroyables, des liens très forts avec des gens d'origines multiples et avec des destinations plus variées les unes que les autres. Mais si je devais retenir qu'une seule chose, je me souviens encore d'un cours d'anglais en seconde. On nous avait demandé si vous deviez être une couleur, laquelle seriez-vous? Et donc j'avais des camarades qui répondaient le rouge parce que j'aime le ciel quand il est rouge, voilà, le rosé, ou moi j'aime bien le vert, etc. Et moi j'ai répondu le blanc parce que je me sentais vraiment comme un canevas, c'est-à-dire que je pouvais devenir n'importe qui. Et en fait c'est vraiment cette capacité d'adaptation. On dit qu'on est étranger, mais quelque part je me sens plus étranger, je me sens chez moi n'importe où. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Je me sens autant chez moi à Lyon qu'à Paris, je me sens autant chez moi à Copenhague qu'en Ukraine. Et je pense que demain je pourrais partir à Londres, à Francfort, aux États-Unis, au Canada. Je me sentirai quand même chez moi parce que je saurais faire ce chez moi, peu importe où je vais. Ce sont nos boursiers Excellence Major, ce sont nos anciens, des anciens lycées français du monde, et ils disent tous la même chose. Fréquenter un établissement français à l'étranger, ça vous permet d'avoir une diversité qu'on ne retrouve peut-être pas en France à ce niveau-là. C'est aussi ce que vous essayez de cultiver? C'est ce qu'on essaie de cultiver, de développer. Ce que je retiens en écoutant ces trois étudiants qui, comme d'habitude, me scotchent, pour employer un terme un petit peu. En fait, vous voyez, cette semaine, on ouvre la semaine des lycées français du monde. Et ce que nous essayons de former, ce sont des citoyens du monde. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être dit. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont capables de s'adapter à n'importe quel endroit sur la planète, en sachant parler plusieurs langues, mais avec des valeurs, des principes que nous essayons de développer. Pas simplement de défendre, parce que c'est un terme un petit peu négatif, mais de développer. Moi, je les invite à épouser notre projet avec, être dans des passions positives. Continuer à croire vos rêves. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Ayez toujours ça à l'esprit. Mais ce sont de véritables citoyens du monde. Et je crois que si on arrive à développer au niveau de nos 500 établissements sur la planète, dans 137 pays, 350 000 élèves, nous aurons d'ici l'horizon 2030, conformément aux objectifs fixés par le président de la République, nous doublerons ces effectifs-là. Si nous arrivons à former 700 000 citoyens du monde, je crois qu'on aura réussi. Mais cette réussite c'est une réussite collective. Voilà, donc la UFE, avec ses équipes à Paris et à Nantes,
travaille pour ça, avec tous les personnels, avec les familles qui font le choix de scolariser leurs enfants chez nous. Et je ressors de cet entretien, de cette émission encore plus galvanisée évidemment pour continuer. Merci vraiment à vous, merci. Et surtout croyez dans vos rêves et ne vivez que des passions positives.